De retour dans l'émission 01 Business Forum sur BFM Business. On parle de cybersécurité cette semaine puisque nous enregistrons cette émission depuis les assises de la sécurité à Monaco, là où tout le gratin européen de la sécurité se réunit, des experts, des patrons de la sécurité d'entreprises, d'administration, mais aussi évidemment tout l'écosystème logiciel, matériel, opérateurs. Ils sont tous là, environ 2500, 3000 personnes pendant ces 3 jours. Tiens, on va démarrer. Alors, je vais vous présenter nos invités de cette deuxième table ronde et puis on va démarrer avec eux justement. Il y a eu une intervention hier de Guillaume Poupard, qui est le patron de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui demande plus de coopération. Alors, on va poser la question à nos invités. Je vous les présente tout de suite. À ma gauche, Stéphane Dubreuil, qui est FSSI ministériel, donc travaille dans la sécurité d'un ministère, mais qui aujourd'hui est ici au titre d'expert et de membre du comité éditorial des Assises. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Avec nous également Philippe Courteau, il est PDG de la société Qualys. Bonjour. Merci, Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Arnaud Cobb, directeur marketing Europe chez Palo Alto Networks. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je parlais justement hier de Guillaume Poupard qui a fait cette annonce dans son discours d'ouverture cette semaine ici aux Assises de la sécurité. Les entreprises privées, les entreprises publiques doivent davantage coopérer. Et ça, il pousse à ça, hein, Arnaud Cobb. Nous sommes complètement alignés avec la démarche de l'ANSSI. Nous avons démarré déjà depuis 2012, en réalité, une collaboration avec des notions de certification des produits. On cherche à établir une confiance entre Palo Alto Networks, l'ANSSI et d'assurer finalement une d'une façon générale, pour voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il faut vraiment que tout le monde... Je reprends l'histoire d'OVH, l'hébergeur français qui s'est fait pirater. Tout de suite, Octave Klaba, il a tweeté « J'ai été attaqué », voilà, de la transparence, alors que Yahoo, il a fallu attendre 2 ans avant d'avoir... C'est une question de confiance. On a besoin de transparence sur ces procédures, sur ces process, sur ce qui se passe. Subir une cyberattaque, aujourd'hui, on a besoin de communiquer pour pouvoir tous ensemble s'en protéger, éviter surtout qu'elle puisse se reproduire en fait. Philippe Courteau, sur ce côté coopération un peu entre... Je rajouterais donc l'élément de visibilité. Parce que à l'heure actuelle, la sécurité dans le passé était très opaque. Et en fait, elle est devenue très importante puisqu'il faut en fait que les utilisateurs aient la confiance. Et donc, ça ne se passe pas sans avoir la visibilité. Donc, ce que Yahoo a fait dans certains sens de déclarer 2 ans après, ça ne va pas dans ce sens-là. Et donc, il y a la coopération aussi entre les acteurs de la sécurité au point de vue technique, où il faut se passer les données, les échanger, et non pas regarder son intérêt personnel du moment. Voilà, un peu comme si quand dans un quartier une personne se fait cambrioler, elle prévient ses voisins qu'elle s'est fait cambrioler, comme ça on sait qu'il y a peut-être un réseau qui traîne autour. Stéphane Dubreuil, expert et membre du comité éditorial des Assises. Aujourd'hui, on voit énormément de brèches de sécurité. Je crois qu'on pourrait faire chaque matin les actualités de qui s'est fait pirater aujourd'hui, qui s'est fait voler ses données. Mais on se demande comment les entreprises peuvent s'en sortir aujourd'hui. On a toujours l'impression que tout le monde joue avec un coup de retard par rapport à ces pirates. Alors il y a certainement un coup de retard, c'est comme les virus, les vraies maladies. Il y a le vaccin vient après la maladie. Simplement, on peut anticiper sur des règles d'hygiène et sur des analyses de risque sur les processus métiers sensibles, vraiment pour aller chercher les éléments importants de l'entreprise pour arriver à se prémunir en mettant des objectifs de sécurité clairs sur ces processus sensibles. Pour vous qui représentez ici dans cette table ronde des utilisateurs, vous n'êtes pas perdu, alors pas vous parce que vous êtes un spécialiste de la sécurité, mais les entreprises, face au discours, et on posera la question à nos amis fournisseurs, mais d'être un peu perdu parfois dans un discours un peu trop technique. Il faut que ça change aussi, ça, il faut qu'on parle solution. Alors ça fait un moment que certains en parlent, mais on a quand même l'impression que la partie technique, elle émerge un peu plus que les autres. Alors, au final, on en revient toujours à la partie technique parce qu'il faut une réalité. Cependant, il y a une vraie évolution. On arrive vraiment à réfléchir aujourd'hui sur les processus, qu'est-ce qui est important pour moi, se donner des objectifs de sécurité. Mais finalement, sur ces objectifs de sécurité, il va falloir mettre des mesures et ces mesures seront techniques. Arnaud Copp, sur ce côté... On est tout à fait aligné avec cette démarche. On pense que définir les procédures, aider à la gouvernance du domaine de la cybersécurité, c'est de la responsabilité du top management. Ils ont besoin de formation, d'information, d'éducation même, pour tout simplement propager cette connaissance, ce savoir dans toute l'entreprise, dans toutes les administrations. La sécurité, c'est le rôle de tout le monde. Mais vous n'avez pas l'impression, justement, je reviens à cette histoire du discours un peu trop technique, il est parfois tenu, alors pas vous avec vos interlocuteurs, parce que vous êtes spécialiste en sécurité, vous parlez à des spécialistes de sécurité,
mais dans l'entreprise, voilà, on essaie de perdre un peu. Aujourd'hui, dans tous les domaines, vous avez une technicité de pointe. Vous prenez l'automobile, vous prenez n'importe quel domaine, il y aura toujours une technicité de pointe. Maintenant, on va plutôt regarder les procédures, comment c'est fabriquer quelque chose en fait. Donc la méthodologie, et c'est là où on va pouvoir mettre une confiance sur la qualité que l'on va obtenir du produit final en fait. Philippe Courteau de Qualis. C'est-à-dire que la sécurité est devenue en fait fondamentale dans le monde où d'un côté on voit que les entreprises, à cause de la transformation numérique qui est absolument nécessaire pour des questions de compétitivité, ont dû en fait ouvrir leur réseau de telle sorte qu'on puisse communiquer. Du coup, ça a ouvert d'énormes failles dans ces réseaux. Du coup, les régulateurs sont en train maintenant d'essayer fondamentalement de forcer les entreprises. Il y a un renversement de la charge de la preuve. Prouvez-moi que vous avez été un bon gardien des données et de la confidentialité des données de vos clients. Donc tout ça, ça fait une force qui en fait accélère, à mon avis, la montée encore plus dans la transformation numérique des entreprises. Et le problème de l'heure actuelle, c'est que les outils dont on dispose sont des outils qui sont en fait dans l'ancien modèle où on avait une bonne visibilité de nos réseaux, où en fait on sécurisait le périmètre, où on avait un bon contrôle des accès, alors que maintenant c'est pratiquement impossible. Avec le cloud, les mobilités, donc on se retrouve dans une espèce d'une transformation qui va s'accélérer. Donc il faut que non seulement il y ait une coopération beaucoup plus grande, mais il faut que les acteurs de la sécurité fassent la complète rénovation, si vous voulez, de leurs solutions. C'est un petit peu l'exemple que je donne, c'est un petit peu la France avec la ligne Maginot et la cavalerie française, alors que les Allemands s'étaient mécanisés. Donc on est exactement dans cette situation à l'heure actuelle. Arnaud Kopp, et puis on posera... Dans l'évolution de la réglementation européenne, on commence à voir apparaître les termes état de l'art. Et quelque chose qui ne définit pas techniquement ce qu'est l'état de l'art, puisque c'est quelque chose qui est en évolution constante. Et on va chercher à s'assurer que les entreprises restent au niveau de l'état de l'art. Et donc qu'ils mettent une hygiène de sécurité, une hygiène de l'information dans leurs infrastructures. Et cet état de l'art, c'est ce qui va permettre à un moment donné de regarder est-ce que l'entreprise a fait l'effort de s'adapter et de se mettre à l'état de l'art. Ce qui veut aussi dire de gérer le cycle de vie, et parfois le cycle de fin de vie de ces infrastructures, de ces systèmes d'information qui... S'ils doivent devenir obsolètes, les informations elles-mêmes peuvent peut-être encore avoir une valeur. Et donc il y a une nouvelle connaissance qui doit être finalement comment je vais gérer la fin de vie de mes informations, de mes infrastructures. Et passer à une nouvelle génération. Mais justement, au niveau des infrastructures réseau, Philippe, c'est là où il faut changer les choses aujourd'hui. C'est une révolution en fait considérable parce que à l'heure actuelle, l'ancienne, c'est un petit peu comme on est passé de l'architecture mainframe à l'architecture client-server dans les entreprises pour distribuer en fait la puissance de calcul beaucoup plus facilement et beaucoup plus économiquement. On se retrouve exactement dans cette même dynamique où les entreprises doivent absolument avancer le plus rapidement possible dans la transformation donc, numérique, qui de ce fait encore, comme je le répète, ouvre des failles. Les outils que l'on a ne sont pas adaptés. Les régulateurs essayent de compenser de ça en donnant encore plus toute leur puissance pour forcer les entreprises. Et la solution, elle est très simple. Il faut absolument que tous les constructeurs fassent la réarchitecture de leurs solutions qui sont en fait des solutions périmétriques, disons. Stéphane Dubreuil. Et je rebondis sur le parce que tout à l'heure, Alain Bouillet était ici même, un président du Césin, représentant des utilisateurs, 270 entreprises utilisatrices. Il le disait lui-même, beaucoup d'outils encore sont encore trop périmétriques, c'est-à-dire qu'ils il sauvegarde encore façon château fort, alors qu'aujourd'hui, comme vous le dites, voilà, les utilisateurs sont partout, ils ont des objets connectés, ils ont un mobile, ils se connectent à des réseaux Wi-Fi dans les aéroports, dans les hôtels. Stéphane. Oui, je confirme, on est dans un monde fluide aujourd'hui. Il est absolument nécessaire d'avoir des outils qui soient adaptés à ce monde, parce que tous les objectifs qu'on peut se donner, si on n'a pas des outils adaptés, on n'aura pas de réponse satisfaisante et ergonomique, et l'utilisateur bypassera les mesures qu'on mettra en œuvre. Et alors, par où il faut prendre ? Quand on est utilisateur comme vous, voilà, on a un réseau à sécuriser, des utilisateurs nomades, enfin voilà tout ce qu'on peut imaginer dans une entreprise. Alors, je le disais, on commence étape par étape. La première, quels sont mes objectifs de sécurité, quelles sont mes données sensibles, mes assets.
je les définis, je vois ce que je peux faire dessus, ce que je veux garantir dessus. Et une fois que j'ai cette vision, je vais me retourner vers des constructeurs, vers des solutions. Et aujourd'hui, on définit ensemble, d'ailleurs les assises sont cette occasion, de définir ensemble les besoins que j'ai en termes de solutions pour atteindre mes objectifs de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui a changé, Arnaud Kopp, c'est qu'il y a plus de collaboration. On parlait tout à l'heure de collaboration secteur privé, secteur public, mais plus de collaboration aussi. C'est ce qui change aussi dans la relation entre des fournisseurs et des clients aujourd'hui. C'est que ça paraît un peu bisounours de dire ça, vous avancez ensemble, mais vous êtes obligés d'avancer ensemble. On est obligés, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se défend tous contre les mêmes attaquants qui eux-mêmes se sont déjà automatisés, alliés, même s'ils ne se connaissent pas. Absolument, s'allient pour une cause à un moment donné. Aujourd'hui, côté industrie, côté secteur public, on est bien obligé de partager des informations. On va se défendre contre des attaques qui ne viennent pas d'extraterrestres. Ce sont des personnes qui ont développé des outils pour ça. Quand on parle de collaboration, ce n'est pas uniquement au niveau des partenariats comme on peut faire sur les assises, par exemple, avec d'autres constructeurs, mais c'est aussi au niveau technologique d'échanger de vraies informations qui vont être réutilisées pour améliorer une posture de prévention. Parce que finalement, si le premier à tomber malade, à attraper un virus, est le patient zéro et que l'on s'en sert pour créer le virus pour tous les autres personnes potentiellement infectées, eh bien en fait, on gagne le temps de la protection. Aujourd'hui, ce temps, ce qu'on cherche à gagner, c'est du temps. On veut partager le plus d'informations possible et on a les réseaux pour le faire. On a la capacité de traitement, on a le cloud qui permet de propager extrêmement rapidement des informations. Au niveau des systèmes d'information, la protection doit se faire à tous les points avec des systèmes comme ça. Philippe Courteau de Qualis. Oui, donc je crois qu'il y a un autre changement qui est en cours. Si je regarde nos clients, et nous avons 62% des Fortune 50 dans le monde, ce qu'ils demandent de plus en plus, c'est qu'ils ne veulent plus prendre du produit, l'installer, le maintenir, l'intégrer avec d'autres solutions, et ils veulent en fait une sécurité qui vient pratiquement, enfin qui est intégrée à l'heure actuelle. Donc on passe d'un monde où on vendait du produit à un monde où on commence à vendre de plus en plus de services. Et ça, c'est un autre changement de mentalité, de structure. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, de ce changement où il faut absolument bâtir la sécurité dans ce nouveau monde qu'on peut appeler le cloud computing, si vous voulez, ou la transformation numérique des entreprises. Et celles qui réussiront cela auront l'avantage compétitif final. Parce que si on bâtit des solutions qui ne sont pas sécures, bien évidemment, les responsabilités financières, etc., de marque, etc., sont telles que ces sociétés, en fait, ne survivront pas. Tiens, on va en parler justement au sujet d'Internet des objets. Stéphane Dubreuil, sur ces côtés. Oui, je confirme, je vais rejoindre mes deux collègues. Aujourd'hui, les solutions qu'on veut, qu'on développe, elles doivent être sécurisées par le design. Donc les offreurs, ce qu'on souhaite, c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'on sait bien que la sécurité n'est pas absolue, on sait bien qu'on sera attaqué. Ce qu'on veut, c'est du temps, c'est-à-dire une réaction et un service avec une plus-value. Donc, je parlais à l'instant là, de ces nouveaux types de failles. Il y a un Internet des objets, ça devient... On le traite un peu, voilà, on parle des montres, on parle des vêtements connectés, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces machines aussi, on parlera aussi de cette partie industrielle forte. Aujourd'hui, est-ce que les objets connectés font... aujourd'hui, c'est de nouvelles failles potentielles, Philippe Courteau? Et les objets connectés, ça fait partie en fait également de cette transformation numérique des entreprises, puisque les entreprises, en fait, même lorsqu'elles vous vendent un produit, les produits qu'elles vous vendent deviennent du service. Et ces produits, vous voulez qu'ils soient disons, dont la maintenance est faite presque automatiquement, automatisée. Donc il faut en fait qu'ils se connectent à l'Internet pour qu'on arrive à suivre l'évolution de son produit, pour qu'on les fasse évoluer. Donc tout se connecte, tout est en train de se connecter. La planète est à une vitesse absolument on parle de milliards d'objets connectés. Et ça donc ouvre des failles de sécurité si la sécurité n'a pas été prévue au préalable. C'est exactement ça, Arnaud Kopp. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, sous prétexte qu'il faut vite sortir. Alors je parlais de produits grand public, la montre connectée, le vêtement connecté, mais il y a aussi ce qu'on appelait avant le machine to machine. Maintenant, c'est dans toutes des systèmes de surveillance, dans des usines, mais même dans des caméras de surveillance. Tous ces outils, souvent, parce qu'ils doivent vite arriver sur le marché, on ne pense pas forcément à leur sécurité. L'Internet des objets comme transformation, on est en train d'ouvrir une nouvelle dimension avec une nouvelle volumétrie finalement de systèmes qui peuvent potentiellement attaquer en retour. Si on arrive à les
pénétrer, trouver des vulnérabilités, les faire contribuer à des systèmes d'attaque, on va être en train de devoir se défendre encore face à une autre avalanche, une nouvelle avalanche de systèmes automatisés qui ont été pris par le contrôle par d'autres utilisateurs. Et on commence il faut aussi qu'on fasse attention à est-ce que l'on a besoin de fusionner ces infrastructures, ces types de réseaux, quels sont les services réellement rendus, est-ce qu'on a besoin... Oui, si c'est juste des capteurs, peut-être qu'il y a juste besoin de rester sur une infrastructure à part. Les segmenter, on a des notions de vraiment segmentation forte au niveau des réseaux, on voit des réseaux bas débit qui apparaissent, c'est très bien parce que ça n'aura pas d'impact au moins sur des réseaux très haut débit. Donc faire attention finalement à ne pas vouloir tout faire passer au même endroit et pas tout mettre en relation avec tous les systèmes. Stéphane Dubreuil, sur ces objets connectés, ça... Oui, alors ils arrivent inévitablement, ils sont chez nous, ils fonctionnent sur des réseaux qui sont effectivement aujourd'hui non segmentés, ils apportent un lot de risques supplémentaires, il y a une vraie analyse à faire, j'ai le sentiment ce ne sera pas une nouveauté, on part un peu après la bataille. On y réfléchit tous ensemble. Je pense qu'on peut rattraper le coup. Je suis assez serein. Philippe Courteau. Je vais rajouter ces données, en fait, un exemple qui, je crois, indique très bien toute cette évolution qu'on est en train de suivre. Regardez comment est-ce que nous sécurisons nos maisons maintenant. On les sécurise avec des objets interconnectés, des sondeurs, des caméras. On mesure la température. Toute cette information remonte, si vous voulez, dans le cloud quelque part, dans un centre qui a fait toute cette analyse, qui prévient soit les pompiers, soit la police, et aussi qui vous permet d'avoir toute cette information sur votre téléphone. Donc, c'est avec des internets des objets qu'on est en train de sécuriser notre vie personnelle dans les maisons. Eh bien, cette sécurité, bien évidemment, doit être bâtie dedans. Il est impensable que cette caméra qui est dans votre maison, quelqu'un puisse, bien évidemment, l'utiliser. Mais c'est pas trop le cas aujourd'hui, non, de ce que vous voyez sur les produits. Si les systèmes n'ont pas été pensés. Alors, ce qui se passe, c'est que ces caméras sont utilisées, ils ont des passwords qui ne sont même pas changés. Oui. Donc, il y a toute une sensibilisation de cette pensée de la sécurité que maintenant, il faut que les fabricants de systèmes, quels qu'ils soient, pensent la sécurité et la bâtissent à l'intérieur, que ce soit une voiture, que ce soit n'importe quoi. Et ça, c'est la révolution, si vous voulez, de la sécurité. Oui, c'est vrai, on parlait de voiture, on parlait de ce piratage d'une Tesla. Hein. Il y a plus de 10 millions de codes dans une Tesla. Hein. C'est pas crypté. Alors là, ils l'ont piraté. Tout ça était sous contrôle. C'était des chercheurs, mais enfin, ça montre quand même qu'on y arrive. Alors que je pense qu'un Airbus, tout est beaucoup plus... Il y a moins de lignes de code, c'est un peu plus crypté. Tout ça, et on reposera la question à Stéphane Dubreuil, Arnaud Gob, ça veut dire que le rôle du RSSI, du responsable de sécurité, il est en train d'exploser aussi, il est en train de changer complètement. Oui, on pense ce que vous voyez, ceux que vous rencontrez sur le marché. Les RSSI doivent devenir de plus en plus des contributeurs à la cybersécurité. Donc aller au-delà de la sécurité de l'information ou de l'informatique, cybersécurité, c'est de regarder le monde global de l'entreprise dans le monde numérique, les métiers, les utilisateurs, les nouveaux collaborateurs, de s'assurer que finalement la conscience, qu'il y ait un tissu de conscience cyber au sein de l'entreprise, pour que finalement tout le monde dans l'entreprise puisse alerter, détecter, être dans une situation où ils ont compris et ils ont été formés. Donc aujourd'hui, dans une entreprise, vous faites des exercices incendie régulièrement. Dans une entreprise, faire un exercice de cybersécurité, vous ne le faites pas régulièrement. Et encore moins dans les environnements métiers. On aura beau, mais ce sera une de mes autres questions dans un instant, on aura beau le faire tous les jours, on aura toujours les mêmes failles qui apparaîtront. Ce rôle du RSSI, Stéphane Dubreuil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus un RSSI, il y a des RSSI. Des RSSI de projet, de direction métier, des RSSI et des RSSI qui gèrent la gouvernance au sein de l'entreprise. Ça fait une distinction forte sur le périmètre de leur action. Et également une évolution sur la collaboration avec les différentes entités de l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, le RSSI collabore activement avec le Risk Manager pour les raisons qui étaient expliquées. Aujourd'hui, on prend la sécurité de l'entreprise avec les sujets HSCT, les choses comme ça, il est effectivement impensable de créer de l'insécurité en mettant en place des sujets de sécurité. Et aujourd'hui, la question de la sécurité des systèmes d'information est transverse, elle occupe tous les processus, dont ceux de la sécurité physique. Mais lorsque vous discutez avec d'autres collègues comme vous, qui sont responsables de sécurité en entreprise, il y a une vraie prise en compte aujourd'hui où oui, on dit qu'on doit le faire, on se donne quelques bonnes intentions, mais... Il y a la bonne intention et il y a un noyau. Il y a un noyau et c'est contagieux. C'est contagieux parce que la réalité de l'actualité, comme vous le disiez tout à l'heure, nous rattrape quotidiennement. Philippe Courteau, sur ce rôle je crois que le rôle du RSSI est en train de changer fondamentalement. Avant, c'était, disons, un monsieur qui disait non.
Et maintenant, c'est un monsieur qui doit dire oui, mais, et qui en fait porte la responsabilité et répond en fait à la question, si vous voulez, des boards qui disent mais est-ce qu'on est sécurisé? Quels sont les risques que nous avons? Donc en fait, c'est un discours, il doit élever son discours. Ce n'est plus un discours de sécurité, c'est un discours de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on s'assure que cette sécurité soit vraiment dans les infrastructures, dans la culture de la société, soit bâtie à l'intérieur de ce que l'on fait. Donc c'est un rôle qui devient beaucoup plus important. D'ailleurs, en Allemagne, depuis très longtemps, le RSSI rapportait au board. Alors que c'est en fait... Oui, chez nous, c'est plutôt du DSI. Enfin, oui, alors que c'est plutôt technique. Alors qu'en fait, que dans la vue allemande, c'est lui qui a la responsabilité de gouvernance, en un certain sens, et de s'assurer qu'effectivement, toutes les bonnes mesures, etc., pour assurer la sécurité des données, fondamentalement, parce que c'est ça qui compte, sont bien prises. Donc je crois que le rôle est en train d'évoluer. Tiens, un mot sur les utilisateurs, là, cette faille humaine que l'on cite tout le temps, alors qu'il existera toujours. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, les discours sont un peu en train de changer parce qu'on se rend compte que finalement, on a beau dire l'utilisateur c'est la faille, ça fait des années qu'on le dit, c'est toujours pareil. Ça ne changera pas, on aura beau faire des formations, on va petit à petit réussir à éduquer, hein, mais ce sera long, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut appuyer son unique stratégie. Donc, ça veut dire quoi la solution d'après? Tout à l'heure, dans l'autre table ronde, on a parlé d'intelligence artificielle, d'études des comportements. C'est ça aujourd'hui la solution pour anticiper, oui, Stéphane Dubreuil? L'intelligence artificielle et les algorithmes comportementaux vont certainement participer activement dans l'avenir à la sécurisation de l'entreprise et de l'ensemble des métiers. Cependant, on ne peut pas faire une croix sur la sensibilisation. Non, il ne s'agit pas de faire une croix, mais... vraiment, voilà, il y a même un travail peut-être, et je pense que l'État aujourd'hui essaye d'y participer. Il faut former les plus jeunes et jusqu'au plus haut niveau, et dans la formation continue, il faut insister sur cette sensibilisation, sur les risques et sur les conséquences métiers. Philippe Courteau, vous vivez aux États-Unis, vous voyez une différence justement entre parler de formation, entre ce qui se passe aux États-Unis pour les plus jeunes? La formation, ça fait bien, mais fondamentalement, c'est pas là où on peut résoudre le problème. Il faut absolument simplifier la sécurité. Il faut regarder à l'heure actuelle le problème des passwords, ça devient absolument dément. Donc il y a des solutions qui arrivent d'ailleurs, il faut vraiment... En plus on vous oblige, on vous contraint, il faut le changer, absolument. Et puis si on s'en souvient alors, pas... mais maintenant, si vous voulez, il y a quand même beaucoup plus de techniques avec multi-factor authentification, etc. Donc fondamentalement, il faut, vis-à-vis de l'utilisateur, il faut simplifier. Parce que quand vous regardez l'informatique, c'est exactement ce qui est arrivé entre... il fallait vraiment essayer d'être un programmeur pour comprendre l'ordinateur. Maintenant, vous prenez votre téléphone, qui est un ordinateur sérieusement puissant. Il est d'une facilité d'emploi que des gamins de 3 ans maintenant savent faire. La sécurité doit être pareil. Elle doit être bâtie à l'intérieur. Elle devient transparente. Mais bien sûr, ça veut dire encore une fois qu'il faut faire cet effort de réarchitecture, d'intégration, et ça ne va pas se faire en un jour, mais c'est absolument en fait indispensable. Et les fournisseurs, vous travaillez là-dessus, j'imagine, Arnaud Kopp, Palo Alto? Non seulement les fournisseurs, mais si je reprends ce thème, on a également les médias qui contribuent par des séries télévisées à former, à informer. Mister Robot. Par exemple. Mister Robot, voilà. C'est vrai que, tiens, on va le répéter là, Mister Robot. Alors, en ce moment, ça passe sur France 2. Et ça passe le soir, deuxième partie de soirée. Mais c'est vrai que c'est une série qui peut être... Alors, si elle ne peut pas être regardée par les patrons parce qu'ils n'ont pas le temps, ils demandent à leur responsable informatique de leur couper les petites séquences importantes. Et ça, c'est vrai que ça vaut mieux que toutes les formations. Ouais, absolument. Vous avez des initiatives comme la Hack Academy du Césin, qui étaient des petites vidéos d'information également, de découverte un petit peu de ce que peut être une attaque de phishing, des attaques sur les mots de passe. Il y a besoin de trouver des moyens simples, sans être simpliste, d'informer et puis de marquer un peu les esprits. Je pense que la société en général a différents moyens pour le réaliser. Maintenant, au niveau des constructeurs, on cherche après plutôt à aller sur la partie automatisation. C'est-à-dire finalement, on veut créer des machines qui se protègent et qui vous protègent contre d'autres machines qui sont en train d'attaquer. On cherche à aligner finalement la technologie de l'attaquant avec la technologie du défenseur. L'automatisation, c'est la solution, Stéphane Dubreuil? Enfin, en partie en tout cas. Ça y participera, inévitablement. Et aujourd'hui, vous voyez, ça avance bien dans ce domaine. Enfin, vous qui êtes utilisateur.
On a lancé des expérimentations, on a certains produits qui fonctionnent sur des périmètres réduits. On travaille toujours, quand on est sur des gros volumes, on ne va pas déployer d'un seul coup sur des dizaines de milliers d'agents. On fait des essais et aujourd'hui, oui, on a des résultats qui sont assez concluants. Alors Philippe Courteau, vous l'avez répété plusieurs fois, aujourd'hui il ne faut plus être dans le pansement, le plâtre, on est vraiment dans revoir sa stratégie réseau et vraiment une refonte, c'est pas juste dire qu'il faut vraiment réfléchir à comment on refait sa stratégie réseau. Il y a un autre point qui peut être important, qui peut jouer un rôle, c'est autour de la législation, la réglementation. Est-ce que ça aujourd'hui, ça a une forte influence sur la réflexion qu'on peut apporter, qu'une entreprise peut apporter sur sa stratégie de sécurité? Absolument. Nous voyons des sociétés donc, qui sont des clients qui ont en fait accéléré leur transformation numérique à cause, je dirais, de la menace, si je puis le dire, de cette manière, de la régulation. Parce que ce renversement de la charge de la preuve est absolument fondamental. Parce que là, du coup, si vous allez recevoir de grosses amendes parce que vous n'avez pas pu montrer que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour protéger les données de vos clients, les enjeux sont énormes. Donc, leur conclusion de ces sociétés, c'est de se dire, sécuriser à l'heure actuelle les systèmes existants avec les moyens en fait, existants, non seulement ça va me prendre du temps, j'empile ces couches, ces différentes solutions périmétriques qui coûtent la fortune, etc., mais j'y arriverai pas. Donc, avançons, accélérons notre transformation donc, numérique, parce que là, je peux repenser la sécurité dans ce contexte. Arnaud Kopp. Enfin, c'est quand même un sujet ardu, parler de la législation, les comités de direction sont obligés de s'y intéresser. Par contre, on pense que les comités de direction ne vont pas voir un épisode de Mr. Robot dans lequel on va parler de la législation européenne. Donc pour les aider et revenir à quelque chose qu'ils ont plus l'habitude de voir, en fait, on a édité un guide à leur destination. Si vous me permettez, je peux juste le montrer. Voilà, si on le montre à l'antenne, voilà, la caméra est là. C'est clairement un guide pour les aider à comprendre la gouvernance de la cybersécurité, donc dans lequel on reparle avec des avocats et le Césin, évidemment, qui a contribué à ce document-là, pour essayer toujours de propager cette connaissance. Quelle est l'évolution de la législation ? Qu'est-ce que ça signifie en termes de prévention? Qu'est-ce que ça va signifier en termes de réponse sur incident? Parce que bon, il faut effectivement avoir mis en œuvre tous ces éléments-là dès le départ. Et puis Stéphane Dubray, il faut arrêter le discours anxiogène. Alors les médias y participent, mais il faut avoir un discours de construction, de réflexion, stratégie. Il faut voir le gain. Il faut voir le gain. Quand on sécurise, on ne voit pas toujours cette partie-là parce que c'est un coût initial, il est vrai, mais c'est un gain. Et aujourd'hui, cette réglementation nous permet d'apporter, d'aller vers le juridique, d'aller vers les directions, et de dire voilà, aujourd'hui, ça va coûter, ça va nous permettre d'être en règle, on évite un risque, et derrière, voici, on va pouvoir apporter une certaine sécurité à nos clients. Eh bien, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ici se termine notre émission 01 Business Forum sur la cyberdéfense, la cybercriminalité, la cybersécurité. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté beaucoup d'éclairage lors de ces 2 tables rondes. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. On continuera à parler de transformation numérique. Et voyez, peu à peu aussi, on participe à notre côté de communication autour de la cybersécurité. Une émission qui était enregistrée depuis les assises de la sécurité à Monaco, là où tout le monde s'est réuni au cours de ces derniers jours. Merci de nous avoir suivis. Excellente continuation sur BFM Business.